Pourquoi l'islam semble à nouveau pertinent en Espagne et ce que personne ne vous dit. Laissez-moi vous ramener à une soirée tranquille à Cordoue en octobre dernier. La Mesquita cathédrale, cet hybride époustouflant d'arcs islamiques et d'hôtels chrétiens, fermait ses portes aux touristes lorsqu'un groupe de jeunes Marocains se sont rassemblés dehors, non pas pour prier, mais pour filmer un TikTok. Rien d'inhabituel, pourriez-vous penser, juste un autre moment viral dans une ville où le passé est toujours présent. Mais voici ce qui a frappé les commentaires. Des centaines de siars, non pas des musulmans, ni des immigrés, mais des Espagnols nés dans le pays, ont répondu par des phrases telles que « Al-Andalus ressuscitera » et « C'est aussi notre héritage ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose bougeait. Pas de la manière dont les politiciens ou les experts en parlent, pas de conversion massive, pas d'augmentation soudaine de la fréquentation des mosquées, mais de la manière dont l'islam réapparaissait dans la conscience culturelle espagnole, non pas comme une menace étrangère, mais comme une partie vivante de son identité. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement de nostalgie ou de tourisme, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier les intersections de la religion, de la géopolitique et de l'identité nationale en Europe, et je peux vous dire que la relation de l'Espagne avec l'islam n'est plus seulement une note historique. Cela devient une ligne de fracture stratégique que des puissances comme le Maroc, la Turquie, l'Arabie saoudite et même les États-Unis exploitent discrètement. La question n'est pas de savoir si l'islam est à nouveau pertinent en Espagne. La question est de savoir pourquoi maintenant et à qui profite cette situation. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez. Si vous interrogez le gouvernement siche ou lisez la presse grand public, vous découvrirez une histoire familière. L'Espagne, diront-ils, est un pays laïque, à majorité chrétienne, avec un passé islamique riche mais lointain. Les 700 ans de présence d'Al-Andalus sont célébrés comme un âge d'or de tolérance et d'apprentissage, mais qui s'est terminé en 1492 avec la Reconquista. Aujourd'hui, l'islam est une religion minoritaire, environ 2,6 millions de musulmans vivent en Espagne, soit environ 5,5% de la population, pour la plupart des immigrés marocains ou leurs descendants. Le gouvernement présente cela comme l'histoire d'une Espagne accueillante et multiculturelle, et l'islam n'est qu'un fil dans sa tapisserie diversifiée. Les données semblent confirmer cela. L'Observatorio Andalusi, un groupe de réflexion lié à la Commission islamique d'Espagne, rapporte que la fréquentation des mosquées est stable, que la radicalisation est faible et que la plupart des musulmans siches s'identifient comme modérés. L'État siche finance même l'enseignement religieux islamique dans les écoles publiques, une rareté en Europe. En 2022, le gouvernement a signé un accord historique avec le Maroc pour réguler la migration, apaisant ainsi les tensions autour de Ceuta et Melilla, les enclaves de siches sur le sol nord-africain. Le Premier ministre Pedro Sánchez a salué à plusieurs reprises le « modèle de coexistence » espagnol, en le comparant à la montée de l'islamophobie en France ou à la réaction de l'extrême droite en Italie. Les médias renforcent ce récit. LP publie des reportages sur les convertis de siches à l'islam, les présentant comme des chercheurs spirituels plutôt que comme des acteurs politiques. TVE diffuse des documentaires sur Al-Andalus, soulignant son héritage de réalisations scientifiques et artistiques. Même le parti d'extrême droite Vox, qui s'élève contre l'islamisation, concentre sa rhétorique sur l'immigration et non sur la religion parce que, officiellement, l'islam n'est pas une menace. C'est juste là. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas faux, exactement. C'est incomplet. Et en géopolitique, ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qui est dit. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 2,6 millions de musulmans en Espagne est certainement sous-estimé. L'Institut national de statistique siche ne suit que les résidents nés à l'étranger et leurs enfants, mais l'islam en Espagne se développe d'une manière qui ne rentre pas parfaitement dans les catégories du recensement. Il y a les conversos, les siches convertis à l'islam dont le nombre est difficile à retracer mais est estimé entre 50 000 et 200 000. Il y a ensuite les migrants sans papier, originaires pour la plupart du Maroc, d'Algérie et d'Afrique subsaharienne, qui vivent dans nombre de villes comme Barcelone, Madrid et Almera. Certains chercheurs, comme le sociologue Jordi Morra, estiment que la population musulmane réelle pourrait être plus proche de 3,5 millions, soit 7,5% du total espagnol. Mais c'est ici que cela devient intéressant. La croissance n'est pas seulement démographique. C'est culturel.
L'islam devient plus visible dans la vie publique de Sich, non pas à cause de l'immigration, mais à cause d'une réislamisation délibérée de l'histoire. Prenez la mesquita de Cordoue. En 2004, le Vatican l'a officiellement désignée cathédrale catholique, mettant ainsi fin à des siècles de débats sur son statut. Mais ces dernières années, des groupes musulmans certains liés au Maroc, d'autres à la Turquie ont fait pression pour le droit d'y prier. En 2019, un groupe de militants marocains a organisé une manifestation à l'intérieur de la mosquée, déployant une banderole sur laquelle on pouvait lire « C'est aussi notre maison ». Le gouvernement Siche a minimisé l'incident, mais le message était qu'Al-Andalus n'est pas seulement de l'histoire. C'est une revendication vivante. Et puis il y a l'argent. L'Arabie Saoudite a investi des millions dans la construction de mosquées en Espagne, notamment la mosquée du roi Abdulaziz à Marbella, l'une des plus grandes d'Europe. Le Diyanet turc, l'autorité religieuse de l'État, finance des centres culturels islamiques à Madrid et à Barcelone. Le Maroc, quant à lui, exerce discrètement son influence à travers le Consejo Islámico de España, le principal organe représentatif des musulmans siches, dominé par des imams nommés par les Marocains. En 2021, des documents divulgués ont révélé que le gouvernement marocain versait des allocations aux imams siches pour promouvoir un islam modéré, un islam qui correspond aux intérêts de Rabat, pas nécessairement à ceux de Madrid. Mais le signe le plus révélateur de la résurgence de l'islam ne réside pas dans les mosquées ou dans les manifestations. C'est dans la langue. Le siche, une langue romane, a absorbé des milliers de mots arabes Aseit, Azukar, Al-Kald, mais ces dernières années, on a assisté à un renouveau de l'arabe andalusi, un dialecte médiéval autrefois parlé en al-andalus. Des universitaires de l'université de Grenade et de l'université de Séville ont commencé à y proposer des cours. Les musulmans siches, en particulier les convertis, l'utilisent lors de leurs cérémonies religieuses. Et dans des villes comme Grenade et Malaga, vous entendrez de jeunes siars musulmans et non musulmans insérer des phrases en arabe dans la conversation, non pas par nécessité, mais en guise de déclaration culturelle. Alors, que se passe-t-il réellement ici? S'agit-il simplement d'une renaissance inoffensive de l'histoire, ou de quelque chose de plus stratégique? Laissez-moi vous dire que c'est les deux. Et les implications géopolitiques sont énormes. L'ex-dette géopolitique. Pourquoi l'Espagne, pourquoi maintenant? Pour comprendre pourquoi l'islam redevient pertinent en Espagne, il faut s'interroger. Nous vivons une époque de compétition entre grandes puissances, où le vieil ordre unipolaire s'effondre et où de nouvelles sphères d'influence se dessinent. Les États-Unis, la Russie et la Chine se battent tous pour obtenir une position, tout comme les puissances régionales comme la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Maroc. Et dans ce jeu, la religion n'est pas seulement un outil, c'est une arme. Commençons par le Maroc. Le voisin du sud de l'Espagne s'est longtemps considéré comme l'héritier d'Al-Andalus. La monarchie marocaine fait remonter sa lignée à la dynastie des Idrisides, qui régnait sur certaines parties de la péninsule ibérique au 8e siècle. Aujourd'hui, le roi Mohamed VI se présente comme le « commandeur des fidèles », un titre qui pèse lourd dans toute l'Afrique du Nord et de l'Ouest. La stratégie du Maroc en Espagne consiste premièrement à maintenir une présence culturelle et religieuse au sein de la diaspora marocaine, deuxièmement, se positionner comme le gardien de l'islam en Europe. Il ne s'agit pas seulement de soft power. Le Maroc a des intérêts sérieux en Espagne. Les deux pays partagent une frontière maritime dans le détroit de Gibraltar, l'un des points d'étranglement les plus stratégiques au monde. Le Maroc contrôle également le flux de migrants vers l'Espagne, plus de 30 000 ont traversé la Méditerranée rien qu'en 2023. Et puis il y a Ceuta et Melilla, les enclaves siches sur le sol marocain, que Rabat cherche depuis longtemps à reconquérir. En 2021, le Maroc a militarisé la migration, permettant à des milliers de migrants de prendre d'assaut la frontière de Ceuta après que l'Espagne a autorisé un leader indépendantiste du Sahara occidental à recevoir des soins médicaux à Madrid. Le message était que le Maroc pouvait ouvrir ou fermer le robinet. Mais le Maroc n'agit pas seul. La Turquie, sous Recep Tayyip Erdogan, étend son influence en Europe à travers l'islam. La Diyanet, l'autorité religieuse turque, contrôle plus de 2000 mosquées en Europe, dont plusieurs en Espagne. Erdogan s'est présenté comme le défenseur des musulmans du monde entier et son gouvernement a été accusé d'utiliser les réseaux religieux pour recueillir des renseignements et influencer la politique.
En Espagne, les mosquées liées à la Turquie ont été au centre des débats sur la radicalisation, même si le gouvernement s'est montré réticent à sévir, craignant des retombées diplomatiques. Ensuite, il y a l'Arabie saoudite. Pendant des décennies, Riyad a utilisé ses richesses pétrolières pour propager le wahhabisme, une interprétation stricte de l'islam, à travers le monde. En Espagne, les mosquées financées par l'Arabie saoudite ont été associées à des prédications extrémistes, même si le gouvernement a tenté de se distancier de ces allégations. Mais le véritable jeu saoudien est culturel. En finançant des centres et des bourses islamiques, Riyad veille à ce que la communauté musulmane espagnole reste liée à sa version de l'islam, conservatrice, apolitique et alignée sur les intérêts saoudiens. Et qu'en est-il des États-Unis? C'est ici que cela devient intéressant. Les États-Unis considèrent depuis longtemps l'Espagne comme un allié clé de l'OTAN, un pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Mais ces dernières années, Washington a discrètement encouragé l'Espagne à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre l'influence russe et chinoise en Méditerranée. Une partie de cette stratégie consiste à s'engager auprès de la communauté musulmane espagnole, non pas comme une menace, mais comme un allié potentiel. En 2020, le département d'État américain a lancé la Muslim Community Engagement Initiative, un programme visant à promouvoir l'islam modéré en Europe. L'Espagne était l'un des pays pilotes. L'idée? Contrer les discours russes et chinois qui présentent l'Occident comme islamophobe. En soutenant les institutions islamiques modérées en Espagne, les États-Unis espèrent créer un rempart contre la radicalisation et, par extension, contre l'influence russe et chinoise. Mais voilà, les États-Unis ne s'engagent pas seulement avec les musulmans de Siche. C'est les instrumentaliser. Et c'est là que réside le danger. Militaire et stratégique, l'échiquier méditerranéen, la relation de l'Espagne avec l'islam n'est pas seulement une question culturelle ou religieuse. C'est militaire. La Méditerranée est actuellement la masse d'eau la plus contestée au monde, et l'Espagne se trouve à sa limite occidentale, une porte d'entrée entre l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique. Parlons de l'OTAN. L'Espagne abrite 2 des rotas les plus importantes de l'Alliance, qui abrite 4 destroyers américains Aegis, et Morón, une base aérienne clé du commandement américain pour l'Afrique. Ces bases sont essentielles pour surveiller l'activité des sous-marins russes dans l'Atlantique et projeter leur puissance en Afrique du Nord. Mais ils sont également vulnérables. En 2022, un navire espion russe a été repéré au large de Cadix, à quelques kilomètres de Rota. Le message était que Moscou surveillait. Imaginez maintenant si la communauté musulmane d'Espagne devenait un vecteur d'influence russe ou chinoise. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. En 2019, les services de renseignement de Siche ont découvert une campagne de désinformation russe ciblant les musulmans de Siche, diffusant des récits sur l'islamophobie occidentale pour semer la division. La Chine a également été active. L'Institut Confucius de l'Université de Grenade a été accusé de promouvoir des discours pro-Pékin auprès des étudiants musulmans espagnols. Mais le véritable joker est le Maroc. Si Rabat décidait d'augmenter la pression sur Ceuta et Melilla par exemple en encourageant des manifestations de masse ou même des violences de faible intensité, l'Espagne serait dans une impasse. L'armée de Siche est à bout de souffle. L'armée se remet encore des coupes budgétaires des années 2010 et la marine se concentre sur la lutte contre le trafic de migrants dans les îles Canaries. Une crise dans les enclaves pourrait obliger l'Espagne à choisir entre défendre son territoire et maintenir de bonnes relations avec le Maroc, un pays qui contrôle le flux de migrants, d'énergie et même d'eau vers l'Espagne. Et puis il y a la grande question stratégique, que se passera-t-il si les intérêts des États-Unis et du Maroc divergent? À l'heure actuelle, Washington considère Rabat comme un allié clé pour contrer l'influence russe et chinoise en Afrique. Mais l'objectif à long terme du Maroc est de reconquérir Ceuta et Melilla. Si les choses se gâtent, les États-Unis soutiendront-ils l'Espagne ou donneront-ils la priorité à leur relation avec le Maroc? C'est le genre de question qui empêche les planificateurs de la défense de dormir la nuit. Et c'est pourquoi la relation de l'Espagne avec l'islam n'est pas seulement une question intérieure, c'est une question de sécurité nationale. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants espagnols jouent avec le feu? Parlons de la politique de Siche. Car si l'on veut comprendre pourquoi l'islam redevient pertinent, il faut examiner les incitations qui animent les dirigeants du pays. L'Espagne est un pays profondément divisé.
Les élections générales de 2023 ont été parmi les plus serrées de l'histoire, le Parti socialiste de Pedro Sánchez s'accrochant au pouvoir grâce à une coalition avec le parti d'extrême gauche Podemos et les partis nationalistes régionaux. Le gouvernement de Sánchez est fragile et il cherche désespérément à conserver le pouvoir. C'est là qu'intervient la communauté musulmane d'Espagne. Les musulmans en Espagne constituent un bloc électoral croissant. Dans des villes comme Barcelone et Madrid, ils sont concentrés dans des districts clés susceptibles de faire basculer les élections. Sánchez le sait. C'est pourquoi son gouvernement s'est montré si désireux de courtiser les dirigeants musulmans, en offrant des financements pour des mosquées, des écoles islamiques et même des programmes de certification halal. En 2022, le gouvernement a nommé une femme musulmane, Aïcha Fernandez, comme première membre du Parlement siche à porter le hijab. Cette décision était symbolique, mais elle a permis aux musulmans espagnols de faire partie du tissu politique. Mais voici que l'approche de Sánchez envers les musulmans est transactionnelle. Il ne le fait pas par conviction. Il le fait parce qu'il a besoin de leur vote. Et cela crée une dynamique dangereuse. Si les dirigeants musulmans ont le sentiment d'être utilisés, ils pourraient se tourner vers d'autres patrons, le Maroc, la Turquie et même l'Arabie saoudite qui seraient plus qu'heureux d'intervenir. Et puis il y a l'extrême droite. Vox, le troisième parti espagnol, attise depuis des années les craintes d'une « islamisation ». Son leader, Santiago Abascal, a prévenu que l'Espagne était en train de devenir « le Rabi », un terme popularisé par l'écrivain français d'extrême droite Bailly Or. La rhétorique de Vox est incendiaire, mais elle est aussi efficace. En 2023, le parti a obtenu 15% des suffrages, son meilleur résultat jamais enregistré. Le danger ici est une boucle de rétroaction. Plus Sánchez courtise les musulmans, plus Vox l'attaque pour avoir « vendu » l'Espagne. Plus Vox attaque, plus Sánchez redouble d'efforts. Et plus cette dynamique se joue, plus l'Espagne devient polarisée. Mais les vrais perdants dans ce jeu sont les musulmans espagnols. Parce que lorsque les politiciens les traitent comme un bloc électoral ou une menace pour la sécurité, plutôt que comme des citoyens, ils deviennent les pions d'un jeu géopolitique plus vaste. Scénario où cela pourrait conduire alors, où tout cela s'arrête-t-il ? Permettez-moi de présenter 3 scénarios possibles, basés sur les tendances que je constate. Scénario 1, la réussite multiculturelle. Dans ce meilleur des cas, l'Espagne parvient à intégrer sa communauté musulmane sans conflit majeur. Le gouvernement continue de financer des programmes éducatifs et culturels islamiques, tout en réprimant l'influence étrangère dans les mosquées. Le Maroc et la Turquie réduisent leur ingérence, et les financements de l'Arabie saoudite se tarissent alors que Riyad se concentre sur ses réformes intérieures. La population musulmane d'Espagne augmente, mais elle reste modérée et politiquement engagée. En 2035, l'islam ne sera plus qu'un élément parmi d'autres du paysage religieux diversifié de l'Espagne. Ce scénario est possible, mais peu probable. Cela nécessite un niveau de finesse diplomatique dont l'Espagne n'a pas fait preuve ces dernières années. Cela suppose également que le Maroc, la Turquie et l'Arabie saoudite joueront bon jeu, ce qui, compte tenu de leurs antécédents, est une grande demande. Scénario 2, la tension gérée. C'est le résultat le plus probable. La communauté musulmane d'Espagne continue de croître, mais les réactions négatives aussi. Vox gagne du terrain, poussant les grands partis à adopter un discours plus dur sur l'immigration et l'islam. Le gouvernement réprime le financement étranger des mosquées, mais le Maroc et la Turquie trouvent des moyens de contourner les restrictions. Ceuta et Melilla deviennent des points chauds, avec des manifestations et des affrontements périodiques. Les relations entre l'Espagne et le Maroc se détériorent, mais aucune des deux parties ne souhaite une véritable crise. D'ici 2035, l'islam fera partie intégrante, bien que controversée, de la vie de Siche. Ce scénario est compliqué, mais gérable. C'est le genre de conflit de faible intensité auquel l'Europe est confrontée depuis des décennies. Le danger est que cela puisse dégénérer en quelque chose de pire. Scénario 3. La crise géopolitique. Dans ce pire scénario, la relation de l'Espagne avec l'islam devient un véritable problème de sécurité nationale. Le Maroc, enhardi par son influence grandissante, s'attaque à Ceuta ou Melilla. La Turquie et l'Arabie saoudite augmentent leur financement des mosquées, entraînant une hausse de la radicalisation.
Les États-Unis s'en mêlent, faisant pression sur l'Espagne pour qu'elle sévisse contre les institutions islamiques, extrémistes, tandis que la Russie et la Chine exploitent le chaos pour étendre leur influence. En 2035, l'Espagne est un pays divisé, avec une minorité musulmane croissante qui se sent étrangère à l'État et un mouvement d'extrême droite qui gagne du pouvoir. Ce scénario est peu probable, mais pas impossible. C'est le genre de chose qui se produit lorsque les tensions géopolitiques entrent en collision avec l'instabilité intérieure. Et compte tenu de la trajectoire actuelle, c'est un risque que l'Espagne ne peut se permettre d'ignorer. Grande stratégie vue d'ensemble, prenons un instant de recul. Ce qui se passe réellement ici ne concerne pas seulement l'Espagne. Il s'agit de la crise plus large de l'ordre dirigée par l'Occident. Pendant des décennies, les États-Unis ont poursuivi une stratégie d'hégémonie libérale, l'idée selon laquelle le monde devrait être refait à l'image de l'Amérique. Cela signifiait promouvoir la démocratie, le libre marché et la laïcité. Mais ce faisant, les États-Unis et leurs alliés ont souvent ignoré le rôle de la religion dans la formation de l'identité et de la politique. Ils pensaient que la modernisation conduirait à la sécularisation et que la sécularisation conduirait à la stabilité. Ils avaient tort. Au Moyen-Orient, les États-Unis ont tenté d'imposer par la force une démocratie laïque, mais cela s'est soldé par le chaos. En Europe, on supposait que les immigrés musulmans s'assimileraient aux sociétés laïques, et cela a abouti à un nombre croissant de migrants. Des ghettos de ressentiment. Le discours de l'establishment, que ce soit à Bruxelles, à Washington ou à Madrid, s'accroche toujours à l'idée qu'il ne s'agit là que d'une friction temporaire, d'une phase passagère d'intégration qui s'atténuera avec suffisamment de temps et de programmes sociaux. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'identité. L'identité n'est pas un problème politique à résoudre, c'est une force vivante et respirante qui façonne la façon dont les gens se perçoivent et perçoivent leur place dans le monde. Et à l'heure actuelle, l'islam offre à des millions de personnes en Europe, y compris en Espagne, quelque chose que le libéralisme laïque n'a plus, un sentiment d'appartenance, un but et une clarté morale à une époque de fragmentation. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cela ne se produit pas uniquement en Europe. Cela fait partie d'un réalignement mondial beaucoup plus vaste. L'ordre de l'après-guerre froide s'effondre et la religion comble le vide. Regardez l'Inde, où le nationalisme hindou est devenu la force politique dominante. Regardez Israël, où les ultra-orthodoxes sont en train de remodeler l'État. Regardez les États-Unis, où les chrétiens évangéliques et une minorité musulmane croissante affirment tous deux leur influence d'une manière qui aurait été impensable il y a 30 ans. Le consensus laïque qui dominait le XXe siècle est mort, et le XXIe siècle se définit par le retour du sacré, que cela nous plaise ou non. Voilà pourquoi l'Espagne est prise au milieu de ce changement, et ses dirigeants ne mesurent pas pleinement les enjeux. Les élites du pays continuent de supposer qu'elles peuvent gérer l'islam grâce à une combinaison de politiques multiculturelles, d'incitations économiques et de mesures de répression occasionnelles contre la radicalisation. Mais c'est comme essayer de contrôler une rivière en construisant un barrage à un endroit tout en ignorant les eaux de crue qui montent partout ailleurs. La vraie question n'est pas de savoir si l'islam jouera un rôle dans l'avenir de l'Espagne, c'est déjà le cas, mais de savoir si l'Espagne peut s'adapter à un monde où la religion est à nouveau une force centrale en géopolitique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour la posture militaire et sécuritaire de l'Espagne. Pendant des décennies, la stratégie de défense de l'Espagne s'est construite autour de l'intégration de l'OTAN et de la lutte contre le terrorisme. L'hypothèse était que les principales menaces à la sécurité de l'Espagne proviendraient d'acteurs extérieurs, groupes djihadistes au Sahel, agressions russes en Méditerranée ou instabilité en Afrique du Nord. Et si la véritable menace n'était pas seulement externe ? Et si la prochaine crise venait de l'intérieur, alimentée par les communautés mêmes que l'Espagne a passé des décennies à tenter d'intégrer ? Prenons le cas de Ceuta et Melilla. Ces deux enclaves de Siche, sur la côte marocaine, constituent les seules frontières terrestres de l'Europe avec l'Afrique et constituent des points chauds depuis des décennies. En 2021, le Maroc a délibérément autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut la frontière dans le cadre d'une tentative coordonnée de faire pression sur l'Espagne concernant sa position sur le Sahara occidental. Le message était que le Maroc pouvait ouvrir et fermer le robinet quand il le souhaitait. Imaginez maintenant si Rabat décide d'escalader la situation. Et si, à la place des migrants, c'étaient des militants armés ? Et si la Turquie ou l'Arabie saoudite commençaient à acheminer des armes et de l'argent vers des groupes islamistes à Ceuta,
transformant ainsi la ville en un champ de bataille par procuration? L'armée espagnole est conçue pour dissuader les menaces conventionnelles, et non les menaces asymétriques qui brouillent la frontière entre politique intérieure et politique étrangère. C'est là qu'intervient le contexte géopolitique plus large. La relation de l'Espagne avec l'islam n'est pas seulement une question d'immigration ou d'identité culturelle, c'est une question de pouvoir. Et à l'heure actuelle, plusieurs acteurs majeurs se battent pour exercer une influence en Méditerranée d'une manière qui a un impact direct sur la sécurité de l'Espagne. Commençons par le Maroc. Le roi Mohamed VI a passé les 2 dernières décennies à consolider son pouvoir dans son pays et à étendre l'influence de son pays à l'étranger. Le Maroc est désormais le plus grand exportateur mondial de phosphate, un acteur clé dans le commerce du cannabis et une puissance militaire croissante. C'est également l'un des rares pays de la région à avoir réussi à éviter le chaos du printemps arabe. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas au Sahara occidental. Le Maroc se considère comme le leader naturel de l'Afrique du Nord et utilise son influence sur l'Espagne à travers la migration, l'énergie et la sécurité pour affirmer ce rôle. Et puis il y a la Turquie. Sous Erdogan, la Turquie s'est positionnée comme le leader du monde musulman, défiant ainsi la domination traditionnelle de l'Arabie saoudite. Ankara s'est montrée agressive en étendant son influence en Afrique, dans les Balkans et même en Amérique latine. En Espagne, des organisations liées à la Turquie ont discrètement construit des réseaux au sein de la communauté musulmane, souvent par le biais d'institutions culturelles et religieuses. Le gouvernement turc a également été un fervent partisan des revendications du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui le met en contradiction avec la neutralité traditionnelle de l'Espagne sur cette question. Si la Turquie décide d'intensifier son implication dans les affaires intérieures de l'Espagne, que ce soit en finançant des mosquées, en soutenant des mouvements politiques ou même en menant des opérations secrètes, cela pourrait rapidement devenir un casse-tête majeur pour Madrid. Et n'oublions pas les États du Golfe. L'Arabie saoudite et le Qatar se disputent depuis des années leur influence au sein des communautés musulmanes d'Europe, souvent par le biais du financement de mosquées et de centres islamiques. En Espagne, cela a donné naissance à une mosaïque d'institutions religieuses plus ou moins loyales envers Riyad, Doha ou Ankara. Le problème n'est pas seulement que ces pays exportent leur propre islam, mais aussi leur rivalité géopolitique. Si l'Arabie saoudite et le Qatar décident de faire de l'Espagne le champ de bataille de leur guerre par procuration, les conséquences pourraient être dévastatrices. Nous avons déjà vu comment cela se produit dans des pays comme la Libye et la Syrie. Voulons-nous vraiment que cela se produise en Andalousie? C'est ici que les choses se compliquent vraiment. L'armée espagnole n'est pas équipée pour faire face à ce type de menace hybride sur plusieurs fronts. Les forces armées de Sich sont conçues pour la guerre conventionnelle, exercice de l'OTAN, opération de lutte contre la piraterie et mission de maintien de la paix. Mais que se passe-t-il lorsque l'ennemi n'est pas un État, mais un réseau d'acteurs non étatiques profondément enracinés dans la société Sich? Que se passe-t-il lorsque la menace n'est pas un char traversant la frontière, mais un imam radical prêchant le djihad dans une banlieue de Madrid? Les services de renseignement espagnols sont bons, mais ils ne sont pas omniscients. Et le cadre juridique du pays n'est pas adapté au type d'action préventive qui pourrait être nécessaire pour prévenir une crise. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2017, le Centre national de renseignement espagnol a averti que les groupes salafistes gagnaient en influence en Catalogne, notamment dans la ville de Reus. Le rapport souligne que ces groupes ne se contentent pas de prêcher l'extrémisme, ils recrutent activement de jeunes musulmans pour des causes djihadistes. Mais en raison des lois espagnoles strictes sur la vie privée et du caractère sensible du profilage religieux, le gouvernement a eu du mal à prendre des mesures décisives. Avance rapide jusqu'en 2023, et la Catalogne abrite désormais l'une des plus grandes concentrations de mosquées salafistes d'Europe. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de sécurité, c'est un problème politique. Toute tentative de répression contre ces groupes risque d'être qualifiée d'islamophobes, ce qui fait le jeu de l'extrême droite. C'est le paradoxe auquel l'Espagne est confrontée. D'une part, il doit prendre au sérieux la menace de radicalisation. D'un autre côté, elle ne peut pas se permettre de s'aliéner sa communauté musulmane, qui se sent déjà marginalisée. Il en résulte une sorte de paralysie, où le gouvernement oscille entre des mesures de sécurité musclées et des efforts d'intégration timides.
Aucune des deux approches ne fonctionne, car aucune ne s'attaque à la cause profonde du fait que la communauté musulmane d'Espagne croît plus rapidement que la capacité de l'État à l'assimiler. Alors quelle est la solution ? Je n'ai pas de réponse magique, mais je peux vous dire ce qui ne sera pas pareil. L'Espagne ne peut pas continuer à prétendre qu'il s'agit simplement d'un problème social qui peut être résolu par de meilleures politiques de logement ou de meilleurs cours de langue. C'est une question géopolitique et elle nécessite une réponse géopolitique. Cela signifie s'engager avec le Maroc, la Turquie et les États du Golfe selon leurs propres conditions non pas en tant que suppliants, mais en tant qu'égaux. Cela signifie reconnaître que l'islam n'est pas seulement une religion, mais une force politique, et que l'Espagne doit développer une stratégie pour y faire face en tant que telle. Cela signifie également repenser la posture militaire de l'Espagne. À l'heure actuelle, le budget de la défense espagnole se concentre sur des articles coûteux comme les avions de combat et les sous-marins. Mais que se passerait-il si la prochaine guerre n'était pas menée avec des chars et des avions ? Et si elle se déroulait dans les rues de Barcelone, avec des drones, des cyberattaques et de la désinformation sur les réseaux sociaux ? L'Espagne doit investir dans des capacités asymétriques forces spéciales, cyberguerre et collecte de renseignements capables de contrer le type de menaces hybrides auxquelles elle sera probablement confrontée dans les décennies à venir. Enfin, l'Espagne doit avoir une conversation honnête sur son identité nationale. Pendant trop longtemps, le pays a évité ce débat, préférant masquer ses divisions avec de vagues notions de multiculturalisme. Mais ce n'est pas durable. L'Espagne est un pays avec un profond héritage chrétien, mais c'est aussi un pays façonné par des siècles de domination islamique. Cette histoire ne peut pas être effacée, et elle ne devrait pas l'être. Le défi est de trouver un moyen de réconcilier ces deux identités, de créer une Espagne à la fois européenne et méditerranéenne, chrétienne et musulmane, sans obliger ses habitants à choisir entre elles. Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Si l'Espagne ne parvient pas à gérer ses relations avec l'islam, c'est alors tout le projet européen qui est en danger. Le continent est déjà aux prises avec une montée du nationalisme, une stagnation économique et un déclin démographique. L'ajout d'un conflit religieux à ce mélange pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pourquoi ce qui se passera en Espagne au cours de la prochaine décennie sera un indicateur pour le reste de l'Europe. Si l'Espagne parvient à trouver un moyen d'intégrer sa communauté musulmane sans sacrifier son identité nationale, alors il y a de l'espoir pour le continent. Si ce n'est pas le cas, nous nous retrouverons face à un avenir de tensions permanentes, dans lequel l'islam ne sera pas seulement une partie du tissu européen, mais une source de friction constante. Et c'est un avenir qu'aucun d'entre nous ne devrait souhaiter. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le dilemme de l'Espagne ne concerne pas seulement l'islam, il concerne également l'effondrement plus large de l'ordre libéral de l'après-guerre froide. Le discours de l'establishment, tant à Madrid qu'à Bruxelles, s'accroche toujours à l'idée que le multiculturalisme est un bien absolu, que l'intégration est une voie à sens unique où les minorités s'adaptent tandis que la culture majoritaire reste statique. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les sociétés humaines. Toutes les civilisations qui ont jamais existé ont dû faire face à la tension entre ouverture et cohésion, entre diversité et identité. Les Romains l'ont fait. Les Ottomans l'ont fait. Les Britanniques l'ont fait. Et maintenant, l'Espagne doit le faire aussi. Voilà pourquoi la classe politique chiche a passé les 3 dernières décennies à prétendre que la renaissance islamique du pays n'était qu'une phase passagère, un incident temporaire sur le radar de l'histoire. Ils l'ont traitée comme une question sociale, une affaire d'ONG et de dialogues interreligieux, plutôt que comme ce qu'elle est réellement, un défi géopolitique aux enjeux existentiels. Les attentats de Barcelone en 2017, la montée en puissance de Vox, l'influence croissante des mosquées financées par le Maroc, le nombre croissant de chiites convertis à l'islam ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les symptômes d'un changement structurel plus profond, auquel les élites espagnoles ont eu trop peur pour s'affronter de front. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. L'architecture de sécurité de l'Europe repose sur l'hypothèse selon laquelle les divisions internes du continent peuvent être gérées par l'intégration économique et le soft power. Mais que se passe-t-il lorsque ces divisions ne sont pas seulement économiques ou politiques, mais religieuses ? Que se passe-t-il lorsque les lignes de fracture ne se situent pas entre les nations, mais à l'intérieur de celles-ci ? Nous avons déjà vu comment cela se produit en France,
où l'état d'urgence déclaré après les attentats de Paris en 2015 est devenu un élément permanent de la gouvernance. Nous l'avons vu en Allemagne, où le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland a surgi en raison du sentiment anti-islam. Et nous le constatons aujourd'hui en Espagne, où la réponse du gouvernement à la présence musulmane croissante oscille entre le déni et la répression. La grande question stratégique est donc la suivante: l'Espagne et par extension l'Europe peut-elle développer un modèle d'intégration qui n'exige pas l'effacement de sa propre identité culturelle? La réponse n'est pas évidente, mais je peux vous dire que l'approche actuelle ne fonctionne pas. L'État siche a tenté de coopter les dirigeants musulmans, en finançant des imams modérés et en promouvant des initiatives interconfessionnelles, mais ces efforts ont été minés par deux réalités. Premièrement, les voix islamiques les plus influentes en Espagne ne sont pas celles à qui le gouvernement s'adresse, ce sont celles qui prêchent dans les coulisses de Ceuta et Melilla, ou qui diffusent des sermons depuis Istanbul et Doha. Deuxièmement, le public siche, en particulier dans des régions comme la Catalogne et l'Andalousie, est de plus en plus sceptique à l'égard d'un multiculturalisme imposé d'en haut. Ils voient les églises vides et les mosquées débordantes, et ne sont pas rassurés par l'assurance que tout est sous contrôle. Alors quelles sont les alternatives? L'Espagne pourrait emprunter trois grandes voies, chacune comportant ses propres risques et compromis. Le premier est la laïcité agressive française, le contrôle de l'État sur les institutions religieuses et le refus de s'adapter aux pratiques islamiques qui entrent en conflit avec les valeurs républicaines. Cette approche a ses mérites, elle est claire, cohérente et envoie un message fort selon lequel l'État, et non la mosquée, est l'autorité ultime. Mais cela présente aussi de sérieux inconvénients. La laïcité de la France a aliéné de larges pans de sa population musulmane, les poussant vers la radicalisation ou, à tout le moins, vers le désengagement politique. L'Espagne n'a pas la même tradition de laïcité militante que la France, et tenter de l'imposer maintenant aurait probablement l'effet inverse. L'État siche est plus faible, ses institutions moins fiables et sa communauté musulmane plus fragmentée. Une approche musclée pourrait transformer Ceuta et Melilla en point chaud permanent, ou pire, pousser les musulmans d'Espagne dans les bras de mouvements islamiques transnationaux qui considèrent l'État de siche comme un ennemi. La deuxième voie est le multiculturalisme britannique avec une touche légère, où différentes communautés sont autorisées à vivre des vies parallèles tant qu'elles ne remettent pas en cause l'autorité de l'État. C'est l'approche avec laquelle l'Espagne flirte depuis 2 décennies, et c'est celle qui échoue le plus spectaculairement. Le problème du multiculturalisme à la britannique n'est pas seulement qu'il crée des communautés ségrégées, il suppose également que ces communautés resteront statiques. Mais ce n'est pas le cas. L'islam en Espagne n'est plus le même que dans les années 1990, lorsque les premières vagues d'immigrants marocains sont arrivées. C'est plus affirmé, plus politisé et plus connecté aux réseaux mondiaux. Le modèle britannique fonctionne lorsque la culture minoritaire se contente d'être subalterne lorsqu'elle ne remet pas en question le récit dominant. Mais l'islam en Espagne ne se contente plus de ce rôle. Cela exige de la reconnaissance, de l'influence, dans certains cas, du pouvoir. Et c'est quelque chose pour lequel le modèle britannique n'a jamais été conçu. La troisième voie est celle où l'Espagne a mené une conversation nationale sérieuse sur ce que signifie être siche au XXIe siècle. Il ne s'agit pas de raviver le nationalisme franquiste ou d'imposer une identité unique et monolithique. Il s'agit de reconnaître que l'Espagne est un pays avec une histoire spécifique, une culture spécifique et un ensemble de valeurs spécifiques et que ces éléments sont importants. Il s'agit de dire ouvertement et sans excuse que si l'Espagne accueille les immigrants, elle attend d'eux qu'ils s'intègrent dans sa société, et non l'inverse. Cela ne signifie pas interdire le hijab ou fermer les mosquées. Cela implique de définir clairement l'apprentissage de la langue, de respecter les lois et d'accepter que l'héritage chrétien de l'Espagne fait partie de son identité nationale, même si tout le monde ne le pratique pas. C'est la voie la plus susceptible de réussir, mais c'est aussi la plus difficile. Cela demande du courage politique, ce qui manque depuis longtemps à Madrid. Cela signifie affronter la réalité inconfortable selon laquelle la communauté musulmane espagnole n'est pas un monolithe, c'est une entité complexe et évolutive avec des factions concurrentes, dont certaines n'ont aucun intérêt à l'intégration. Cela signifie reconnaître que la relation de l'Espagne avec le Maroc constitue une vulnérabilité stratégique, et pas seulement une nuisance diplomatique. Et cela signifie accepter que l'avenir de l'Espagne sera façonné autant par ce qui se passe à Rabat et à Alger que par ce qui se passe à Bruxelles et à Washington. Maintenant,
Je sais ce que sont certains d'entre vous, tout cela semble très alarmiste. L'Espagne n'est pas au bord de la guerre civile. La population musulmane constitue encore une petite minorité et la plupart d'entre eux souhaitent simplement vivre leur vie en paix. Et vous avez raison, l'Espagne n'est pas sur le point de devenir la prochaine Syrie ou le prochain Liban. Mais ce n'est pas là le problème. Le fait est que l'Espagne se trouve à la croisée des chemins, et les décisions qu'elle prendra au cours de la prochaine décennie détermineront si elle restera un État-nation stable et cohésif ou si elle deviendra un autre front dans la lutte mondiale entre le libéralisme laïque et l'islam politique. Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. En 2004, après les attentats à la bombe dans les trains de Madrid, José María Aznar, alors Premier ministre espagnol, avait déclaré que ces attentats constituaient un signal d'alarme pour l'Europe. Il avait raison, mais l'Europe n'a pas écouté. Au lieu de cela, le continent a redoublé de son fantasme post-national et post-religieux, convaincu que les forces de la mondialisation et de la sécularisation finiraient par effacer les vieilles divisions. Près de 20 ans plus tard, nous savons comment cette histoire s'est terminée. Les divisions n'ont pas disparu, elles sont simplement entrées dans la clandestinité, s'exacerbant jusqu'à ce qu'elles réapparaissent au grand jour. L'Espagne a l'occasion de tirer les leçons des erreurs de l'Europe. Elle peut choisir d'affronter ces défis de front, de développer une stratégie qui équilibre ouverture et cohésion, intégration et identité. Ou bien il peut continuer à prétendre que tout s'arrangera tout seul, que la montée de l'islam en Espagne n'est qu'une phase passagère, que l'héritage chrétien du pays est une relique du passé. S'il choisit cette dernière solution, alors je peux vous dire que l'Espagne de 2050 ne sera pas l'Espagne d'aujourd'hui. Et c'est un avenir qu'aucun d'entre nous ne devrait souhaiter.